Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle des avocates. Elles sont très nombreuses dans la profession et elles ont le blues. On va y revenir à travers une étude passionnante que va nous présenter Catherine Saint-Geniès. Elle est avocate, co-managing partner au cabinet d'affaires Jantet. Elle est notre invitée. Le cercle RH, comment redonner de l'attractivité au métier de l'industrie? On verra à travers les chiffres que l'industrie se porte mieux, mais tout cela progresse très lentement. On en parlera avec des experts, notamment Alexandre Sobo, il est directeur général du groupe Olotte et surtout président de France Industrie. Il nous expliquera comment relancer justement l'industrie en France. Et puis deux autres experts, Philippe Maillard, le directeur général du groupe APAV, et Stéphanie Lagal-Baranès, directrice générale de l'OPCO 2i. Et pour terminer l'émission, fenêtre sur l'emploi, une campagne, osée d'ailleurs, pour célébrer les dieux de l'artisanat du bâtiment, redonner envie aux jeunes et aux moins jeunes de s'engager dans la carrière du bâtiment et de la construction. On en parlera avec le concepteur, le créateur de cette campagne. Tout de suite, c'est bien dans son job et c'est tout de suite. Bien dans son job, on parle d'un métier que tout le monde connaît. On a souvent été confronté d'ailleurs à cette profession, les avocats et les avocates, avec un S. Des avocates qui ont le blues, qui ne se sentent pas forcément très bien dans leur cabinet et qui démissionnent. On en parle avec vous, maître Catherine Saint-Geniès. Vous êtes co-managing partner au cabinet d'affaires Jantet, cabinet qui va souffler ses 100 bougies. C'est quand même assez rare de le signaler pour un cabinet français. Et vous avez sous le bras cette étude assez incroyable qui montre finalement que les femmes sont très présentes, les avocates sont très présentes dans les cabinets, mais finalement très invisibles et que certaines posent la robe, pas les gants, mais posent la robe et décident d'arrêter le métier. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne crois pas qu'elles aient le blues. Je pense qu'elles se heurtent comme dans à peu près toutes les professions, mais spécialement les professions libérales et encore plus sûrement les professions du droit. Ce sont des professions dans lesquelles il faut se mettre en avant, il faut grimper les échelons et ne pas rester dans la masse. Et ça, c'est souvent pas dans l'ADN des femmes. C'est un des sujets du plafond de verre. On croit toujours que le plafond de verre, ce sont les hommes qui placent un plafond de verre sur la tête des femmes. Il y a de l'autocensure. Alors, il y a énormément d'autocensure, ça c'est absolument évident. Et donc, il faut le crever, ce plafond de verre. Parce que quand vous imaginez qu'on a 80% de femmes à l'école des avocats et que... Chez les associés, il n'y a que des hommes, oui, ou beaucoup d'hommes. Oui. Vous prouvez l'inverse. Oui, c'est vrai. Donc, on peut le faire, mais il faut une vraie volonté et il faut accompagner. Ça, c'est essentiel. Et donc, quand on reçoit des jeunes avocats en entretien, ils savent tout faire parce qu'ils n'ont pas eu la même éducation. Les filles, on leur a dit il faut être sage. Je reviens sur une anecdote qui n'en est pas une d'ailleurs. C'est l'ordre des avocats de Strasbourg. Chaque arrondissement juridique a son ordre. Et c'est Strasbourg qui dit non à la féminisation des termes d'avocat et de bâtonnier. Ils ne veulent pas qu'on dise avocate et bâtonnière, puisque une avocate peut prendre ce poste de bâtonnier ou de bâtonnière. Ça dit quoi de notre société de ne pas avancer sur ce sujet qui semble être une anecdote? Oui, c'est une anecdote et c'est d'autant plus incroyable que ça soit Strasbourg qui dise ça, parce que Strasbourg est un barreau qui s'est structuré il y a longtemps, c'est le barreau européen. Mon grand-père était bâtonnier de Strasbourg, ma grande-tante était 3e femme du barreau de Strasbourg, donc j'ai un peu honte que Strasbourg effectivement se mette en avant de cette façon. Les femmes, elles sont la grosse majorité de nos barreaux. Mais ce sujet que vous portez chez les avocats et dont vous dites que les femmes s'autocensurent, on le vit aussi, elles le vivent en entreprise, leur place dans les COMEX, leur place dans les conseils d'administration. Vous n'êtes pas soumis aux règles de la loi Rixin qui dit lorsqu'il y a un COMEX d'un cabinet comme le vôtre, il faut qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes. Ça ne marche pas comme ça. Non, vous êtes profession libérale. On est profession libérale, on n'est pas salarié, on n'a rien à voir avec tout ça. Chez nous, il n'y a pas d'horaire de travail, tout le monde est corvéable à merci. Mais les femmes, c'est pas là-dessus qu'elles s'en sortent pas. Bien sûr, on pourrait dire, ok, elles font 1h15 de travail pour la famille de plus que les hommes. Donc 1h15 de travail, c'est énorme pour un avocat qui facture à l'heure. Mais il n'y a pas que ça, en réalité. C'est surtout, elles travaillent beaucoup, mais elles se mettent pas assez en avant. Elles n'arrivent pas à crever la masse.
jusqu'au point que certaines démissionnent. C'est-à-dire qu'elles estiment qu'elles ont des compétences qui ne sont peut-être pas entendues, qu'elles n'arrivent pas à vendre. Et en fait, elles quittent le métier, c'est bien cela. Oui, et on peut les comprendre quand on sait qu'elles gagnent en moyenne 50% de moins que les hommes chez les avocats. On est très loin des chiffres actuels aujourd'hui sur l'ensemble des salariés. Oui, c'est absolument phénoménal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il y a une mesure à laquelle j'avoue que je ne croyais pas du tout et qui me paraît extrêmement efficace, c'est le congé de paternité. Et maintenant, on a des cabinets qui se plaignent de l'absence des hommes quand leur conjointe accouche. Je trouve ça formidable. Parce que celui-ci est appliqué aussi chez les avocats. Oui. Donc, un mot quand même, parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, vous avez montré ces chiffres et que vous dites qu'on manque de femmes chez les associés, on les fait pas monter, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait l'ordre ? Qu'est-ce que fait le Conseil national du barreau pour dire on fait des programmes, on vote une loi ? Comment on fait ? Alors, dans les élections professionnelles, on a maintenant la parité, ça fait déjà plusieurs années. Et dans les cabinets, on fait ce que font les grandes entreprises et on le pousse assez loin. On fait du mentoring, on fait de la sororité. Et ça me paraît absolument essentiel. Mais il faut y impliquer les hommes aussi. Et les hommes doivent être conscients de ce sujet et pousser les femmes. Parce que c'est l'intérêt d'un cabinet d'avoir toutes ces forces vives. Vous imaginez qu'avec ce nombre de femmes qui sortent de l'école, on ne peut pas s'en priver, c'est évident. Avant de nous quitter, vous, ça a été difficile vous avez démarré notre échange sur l'idée qu'il fallait grimper les échelons et se battre. Ça a été compliqué pour vous ? Alors, je trouve que ça, rétrospectivement, ça a peut-être été compliqué. C'est toujours aussi un avantage d'être dans la minorité. On peut aussi en faire une particularité. Merci Catherine Saint-Geniès, vous êtes avocate, je le rappelle, en activité, spécialiste du droit immobilier et co-managing partner, cabinet d'affaires Gentet. Donc vous êtes associé de ce cabinet, mais vous vous battez pour que de plus en plus de femmes deviennent associées. Peut-être même faut-il lobbyiser les députés à l'Assemblée nationale pour faire avancer ce... Il y a des avocats à l'Assemblée nationale. Oui, beaucoup. Qui les avocats sont très présents dans la vie politique. Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, c'est le cercle RH tout de suite, et on s'intéresse à l'industrie. Ça, c'est un sujet qui est porté par le président Macron depuis longtemps. Vous vous souvenez de ses propos après la crise Covid. Qu'en est-il exactement ? Est-ce que l'industrie française redresse la tête ? On en parle avec 3 experts. Ils sont avec moi. C'est le débat de Smart Job. Le cercle RH et un débat autour de l'industrie en France. Alors, vous vous souvenez des mots du président de la République, même à la sortie de la période Covid, de réimplanter des laboratoires pharmaceutiques, de remettre de l'industrie. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, la France, et on va en parler avec mes invités, alors évidemment, tout n'est pas gagné, mais redresse la tête avec de très bons chiffres. On va y revenir, plus de 200 créations, avec 57 sites créés sur le territoire français. Il y a un débat sur la création nette et sur l'extension de bâtiments. On va en parler avec mes invités. L'industrie existe encore en France et il faut continuer à accélérer. Alexandre Sobo est avec nous, directeur général du groupe Olot, et vous êtes le président de France Industrie en première ligne sur ces sujets. Il y a quelques semaines, il y avait un grand événement autour des enjeux de l'industrie avec le ministre, évidemment, de l'industrie. Puis je voudrais préciser sur ce plateau, et ça nous concerne directement, vous êtes devenu le président du conseil d'administration de France Travail. Vous n'allez plus dormir. Oh, si, vous avez réussi à retrouver le sommeil. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Stéphanie Lagal-Baranès est avec nous. Bonjour Stéphanie, directrice générale de l'OPCO 2. Les OPCO, ce sont les organismes, les branches qui gèrent les formations autour des métiers de l'industrie. Et on va y revenir parce que c'est vrai qu'on a des reconversions à l'intérieur de nos industries, des industries qui vont disparaître au profit de nouveaux métiers. Et il faut accompagner ces collaborateurs. Je pense aux Gigafactory, notamment dans le Nord. Merci d'être là. Philippe Maillard, bonjour. Ravi de vous revoir. Vous êtes le directeur général du groupe APAV. Alors, il n'est pas uniquement question de certification comme vous l'aviez fait la fois dernière, mais de formation, parce que le groupe APAV forme évidemment beaucoup aussi. Un mot, Alexandre Sobo, sur est-ce qu'on peut dire que l'industrie française connaît une embellie ou est-ce qu'on est en train de sauver les meubles ? Je pense que ça va mieux. Encore une fois, il faut regarder 20 ans de décroissance industrielle. C'était plus de 50 000 emplois en moyenne détruits chaque année. Depuis 2017, on en a créé maintenant un peu plus de 130 000. Donc c'est une
forte inflexion. Maintenant, à ce rythme de croissance, il faut poursuivre cette politique de soutien à l'industrie et de réindustrialisation de nombreuses années pour retrouver 12, puis peut-être un jour 15 points de PIB. Je vous pose la question abruptement et je la pose aussi à mes invités parce que dans les entreprises, alors les plus de 200 sites, on découvre que l'agroalimentaire tient le haut du pavé, toujours, ça marche très bien, puis qu'ensuite on arrive sur des industries décarbonées, enfin en tout cas qui travaillent sur la décarbonation, le recyclage. Est-ce que l'industrie se marie parfaitement avec les enjeux de décarbonation? Ça, c'est un sujet qui est posé aux industriels. Non seulement elle se marie, mais c'est le cœur d'une décarbonation réussie qui alliera croissance économique, amélioration de l'emploi et réduction de notre empreinte carbone. Ça veut dire qu'on part du principe qu'un pan de notre industrie va disparaître. Non, elle va se transformer. C'est ça, mais c'est toute la différence. Elle va se transformer. Si vous voulez, nous, on le voit au travers de demandes d'implantation de nouvelles usines ou de demandes d'extension qu'on nous demande d'instruire. Dans le cadre d'installations classées pour l'environnement, oui, où on doit faire des dossiers, ou d'extensions d'usines dans lesquelles on doit acheter des machines qui vont venir de l'étranger, il va falloir les installer, les réceptionner. Donc on voit effectivement... Et les rendre conformes donc ? Les rendre conformes. On voit des demandes plus importantes, effectivement, sur le territoire, qui sont en lien avec cette réindustrialisation. Donc c'est un signe plutôt positif. Mais dans toutes ces demandes, dans tous ces dossiers, effectivement, les enjeux de décarbonation sont associés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander quelle va être l'énergie utilisée pour la nouvelle implantation de l'usine ou pour la nouvelle filière. Qu'est-ce qui est imaginé sur la consommation ? Qu'est-ce qui est imaginé en termes de sobriété ou de consommation d'eau ? Je me fais l'avocat du diable, mais c'est quoi ? C'est un boulet à la jambe ou c'est quelque chose qui dynamise ? Parce que quand vous dites à une entreprise, votre modèle pour chauffer votre verre ou votre modèle pour développer tel produit, il est plus bon, il est plus dans les normes, il faut réinvestir 10 millions d'euros. Elle se dit, waouh, comment je fais là ? Je crois que c'est une opportunité, c'est-à-dire que pour nombreuses entreprises industrielles, il faut rappeler que certaines sont des petites entreprises. Oui. Le tissu industriel français, c'est plus de 50%, plus de 80% des moins de 50. Donc ces entreprises-là, elles voient les enjeux de décarbonation pour certaines peut-être d'abord comme une contrainte. Et tout l'enjeu, c'est de leur montrer que c'est une opportunité business, une opportunité de développement. Et ça, sur tous les volets que vous avez commencé à évoquer de décarbonation. Sobriété énergétique, consommation d'eau. Ça, c'est des gains de productivité parce qu'on réduit ses coûts. Mais ça fait partie aujourd'hui des dossiers d'évaluation des implantations ou des extensions qui arrivent un peu comme naturellement. Par les personnes qui considèrent, alors que ce soit des contraintes ou des opportunités, de toute façon, ça devient une nécessité. Donc pas le choix. Dans le cadre d'une évolution, dans le cadre d'une projection à 5, 10 ou 15 ans. Parce qu'on parle d'installation, on parle d'investissement industriel, donc c'est pour plusieurs années. Et donc c'est assez, je dirais, c'est assez considéré comme légitime, finalement, de réfléchir ou d'intégrer ces demandes dans le cadre de ces dossiers. Alors le ministre Lescure est très satisfait des chiffres qui ont été annoncés, plus de 200 créations, 57 créations nettes et extensions. Il faut préciser qu'à l'intérieur de ces sites, il y a des extensions, ce qui veut dire que certaines industries se développent. Mais est-ce qu'il faut faire des choix ? Est-ce qu'il faut avoir des enjeux stratégiques, Alexandre Sobo ? Est-ce qu'on dit, objectivement, on ne pourra pas rapatrier l'ensemble de nos productions, il faut le dire, il faut avoir un langage de vérité, mais on va cibler des secteurs stratégiques, des secteurs sur lesquels on va pouvoir vendre nos produits. Je pense que c'est pas tant de faire des choix stratégiques que simplement d'accepter de ne pas tout faire. Mais imaginez que depuis un bureau dans un ministère, on va décider cette activité a une chance et celle-là n'en a pas, c'est méconnaître l'inventivité et le génie de nos industriels français. C'est aussi de temps en temps méconnaître des révolutions technologiques qui fait que des choses qui paraissaient pas possibles il y a 5 ans vont le devenir. En revanche, il faut accepter qu'on ne fasse pas tout. Mais Louis Gallois le disait très bien, la souveraineté, c'est faire suffisamment de choses, suffisamment bien, pour dépendre des autres autant qu'ils dépendent de nous. Donc c'est cet équilibre qu'il faut chercher en permanence et il faut accepter d'avoir une vision très large. J'ai lu un papier dans les Échos d'un économiste qui disait l'industrie va mieux, en tout cas elle n'a pas disparu, mais on a encore un sujet sur l'enjeu de notre compétitivité. C'est-à-dire qu'on est capable de rapatrier des sites industriels et de produire. On a un peu plus de mal à les vendre et à des prix compétitifs. Qu'est-ce que vous lui répondez ? La compétitivité dans une économie ouverte, c'est la mère de toutes les batailles. Donc on parlait de décarbonation quand ça coûte plus cher. Est-ce que les clients sont prêts à payer plus cher un acier décarboné, une voiture décarbonée? Oui, ça ressemble au débat agricole. Est-ce qu'on est prêt à payer notre carotte 50 centimes plus cher parce qu'elle n'a pas de produits pesticides et que l'agriculteur a désherbé à la main? Mais on peut aller un cran plus loin. C'est quand on voit tout ce qu'il faut faire pour décarboner la construction. Clairement. Alors qu'on a un sujet de quantité et de prix de l'habitation. Qui décroche la construction, elle décroche. Il y a tout un tas de sujets autour du coût. Exactement. Donc à quelle vitesse on veut aller? Le sujet, c'est pas la direction.
La vraie question qui est posée aux industriels, mais aux politiques et à l'ensemble du monde économique, c'est à quelle vitesse on veut aller. Et quand on veut aller beaucoup plus vite que la musique technologique, malheureusement, ça passe par un soutien politique. Petit bateau, le slip français, dont je cite des marques qui ont rapatrié, je pense à Petit Bateau qui ramène aussi des activités. C'est intéressant, il y a des marques made in France, c'est beaucoup revenu ça. Il y a la vitesse, et effectivement je suis tout à fait d'accord avec ce point, mais il y a aussi le fait que tout le monde soit mis sur un jeu égal. C'est une très grande demande des industriels, c'est-à-dire aujourd'hui, peut-on avoir... comme les agriculteurs. Comme les agriculteurs, peut-on avoir des conditions équivalentes de production, d'évaluation? C'est quand même quelque chose... De qualité. Qui devient de plus en plus prégnant dans le discours et qui commence à se traduire. On parle de taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est pas encore fait. Tiens. Mais ça commence à être... On reparle de taxe carbone. Ça commence à être évoqué. Donc c'est aussi un signe qui doit accompagner les mouvements, les initiatives des industriels. Et ça, c'est sur le plan européen, hein, Philippe Maillard. Oui, ça fait partie des discussions. Un mot, et Stéphanie Lagalbarana. Simplement, là-dessus, il faut être bien conscient que la vitesse à laquelle on va aller est importante, mais il faut aussi prendre en compte que dans l'état actuel de la France, avec son électricité très décarbonée et son niveau de réglementation, sans rien changer, toute activité qui est faite en France est moins carbonée que si elle est faite ailleurs. Donc pour décarboner la planète, la première priorité, c'est pas de rajouter des contraintes réglementaires, fiscales... Ou de faire venir des produits mais c'est simplement de fabriquer chez nous. Tout ce qui est fait chez nous est par construction moins carboné que si c'est fait ailleurs. J'évoquais tout à l'heure des marques françaises, j'évoquais aussi les gigafactories. Alors j'ai vu que les Hauts-de-France, malgré ces gigafactories, restaient quand même une région légèrement en recul, qui avait perdu plus d'industrie qu'elle n'en avait gagné, il faut le préciser. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes restait une région très dynamique dans la cartographie. Sur la formation, votre boulot, il est incroyable. C'est-à-dire, c'est de transférer et de permettre aux industriels de dire « moi, j'ai la main-d'œuvre qui va bien et j'ai les gens devant les machines, j'ai les gens formés, capables de produire ces produits ». Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de secteurs aujourd'hui. On a des industriels qui disent « je ne trouve pas, j'ai pas la main-d'œuvre ». Tous les industriels le disent. Opco2i rassemble une trentaine de branches industrielles, de la métallurgie en passant par l'énergie, à des secteurs avec des savoir-faire presque artisanaux comme la maroquinerie ou la bijouterie. Métier d'art. Il n'y a pas un industriel qui ne regrette pas, ne déplore pas les difficultés de recrutement. On s'inscrit dans le temps long pour accompagner les projets industriels. Et il y a urgence à se préoccuper de la formation des compétences dont on a besoin. Vous parlez des gigafactories. Il y a un besoin. C'est le cas. Mais c'est le cas dans un tas de domaines. Et on conjugue à la fois une démographie vieillissante dans l'industrie, puisqu'on a 50% des salariés de l'industrie qui ont plus de 45 ans, donc on a une problématique de transmission. Un savoir qui va se barrer, comme on dit. Alors il y a un renouveau aussi. Un savoir à transmettre. Ou à transmettre. On va être positif. On a des besoins de compétences spécifiques. Vous parliez d'enjeux de décarbonation. Ça ne va pas forcément faire disparaître ou créer de nouveaux emplois, mais on va avoir des emplois qui évoluent, qui se métamorphosent en adoptant ces nouvelles technologies. Et puis on a aussi une difficulté d'attractivité vers les métiers industriels qui se traitent dès l'origine, dès la formation. Dès l'école. Dès l'école, oui. pour orienter et donner une appétence. La visite à l'usine au primaire. À côté de la visite au musée. Je suis entièrement d'accord avec vous. Les gens découvrent le monde industriel d'aujourd'hui. On a une majorité d'enseignants du primaire qui sont issus de filières littéraires et qui donc spontanément... Ça fait 30 ans que ça dure. Hein. Spontanément sur des activités... Ça fait 30 ans que je fais le même débat. Voilà. Côté, ils n'ont jamais vu une usine. Ils vont plutôt aller au musée qu'à l'usine. Mais juste un mot parce que... Non, juste pour ça fait 30 ans, mais... Ça fait 30 ans que j'entends la même chose. Mais quand on est en phase de désindustrialisation comme on a connu pendant 30 ans... Oui. C'est beaucoup moins grave parce que quelque part, l'érosion naturelle réduit la pression. Alors que quand on est en croissance nette, plus que Stéphanie a dit sur le volume de départ, puisqu'on va avoir plus d'1 million de recrutements à faire dans l'industrie sur les 10 prochaines années. Ça n'est jamais arrivé. Ouais. Il y a une potentialité de recrutement qui est incroyable. Énorme. Juste un mot, messieurs, parce que j'ai vu un très beau documentaire l'autre jour sur l'histoire des femmes dans le textile depuis le 19e jusqu'à la fermeture de Boussac. Le textile revient, j'ai vu que le textile revenait, mais est-ce que certains hommes politiques avaient finalement accepté l'idée que la France serait un pays du tertiaire et qu'on oublierait son industrie? Est-ce que vous l'avez entendu, beaucoup d'hommes politiques ont considéré qu'il fallait faire de l'informatique, avoir des cols blancs. Il fallait avoir une valeur ajoutée très forte. Et que l'industrie ne rapportait rien. Oui. Enfin, je crois que ça a un peu changé. Ça a changé, vraiment?
Ah oui. En tout cas, Non, mais Oui, c'est non, important de En l'entendre. plus, je ne pense pas qu'ils aient décidé qu'il en fallait Oui. plus. Non. Je pense simplement que les gens ont laissé faire. C'est-à-dire que l'émergence de la concurrence des pays de l'Est, de la Chine, l'euro, tout ça a mis une pression qui n'existait pas avant et qui fait que pour sauver l'industrie, il fallait prendre des décisions politiques lourdes. Et donc finalement, les gens ont plutôt laissé faire. Et coûteuse. Et depuis maintenant 5-6 ans, en gros, depuis le rapport Gallois et les premières mesures qui ont été prises 2014-2015, on a eu une prise de conscience avec une vraie inflexion et qui se voit dans les chiffres d'ailleurs. Les 3 secteurs, juste pour partager, les 3 secteurs où vous dites c'est l'industrie de demain. Bon, l'agroalimentaire, c'est pas l'industrie de demain, c'est l'industrie qui nous nourrit. Il y a quoi? L'économie circulaire, le textile, sur quoi les gigafactories? Vers quoi on va? Je pense qu'il ne faut pas choisir de secteur. Je pense qu'il faut laisser l'intelligence de nos industriels se réguler. Montrer partout, avec un environnement favorable, elles sont capables de faire mieux demain qu'hier, plus décarbonées. Compliqué pour les OPCO, il faut quand même leur donner quelques... Je pense qu'il y a des formations professionnelles où il y a des besoins tout simples qu'on pourrait oublier, des électriciens. On va dans un monde qui est de plus en plus électrique. Clairement. La maintenance. Donc, maintenance. Former des électriciens... soit en formation initiale, donc ça c'est le rôle des écoles, oui, en proximité avec les entreprises, ou soit en reconversion professionnelle, d'où les travaux qui peuvent exister. Nous, on est un organisme de formation professionnelle, je dirais une fois la première compétence passée, on travaille sur ces reconversions. Donc former des électriciens, on va en avoir de plus en plus besoin. Les électriciens, ils servent pour les usines d'hydrogène, ils servent pour les photovoltaïques, ils servent pour le renouvelable. Je ne vous parle pas du nucléaire. Le nucléaire, aujourd'hui, qui patine un peu le PR, on manque un peu de soudeur là-bas. On parle de soudeur, on parle de besoin en soudage, on parle de besoin en électricité. C'est de la soudure très qualifiée en plus. Et ce sont des qualifications fortes. Donc, en fait, on a aussi besoin de ce qui pourra apparaître comme des métiers que certains qualifieraient d'anciens et qui, en fait, sont très actuels et dont on va avoir besoin aujourd'hui et demain, au-delà de tout ce dont on parle sur le numérique, le digital. Moi, je suis très frappé. On parle beaucoup de ça. Il faudra des ingénieurs en cyber. Du codage. La réponse est oui, bien sûr. Mais il y a ces métiers qui servent ces besoins premiers, qui sont absolument essentiels. Et on aura besoin de toutes les initiatives, depuis l'école jusqu'aux formations professionnelles qualifiantes, qu'on est capable de développer et de mettre en œuvre. 20 secondes chacun, un mot de conclusion pour la suite. Là, comment vous regardez l'avenir qui se dessine? Je le regarde avec optimisme et je me dis que ce défi du recrutement, de l'attractivité de nos métiers pour les jeunes garçons et surtout les jeunes filles dans l'industrie, sans doute le plus gros défi qu'on a affronté dans les 10 prochaines années. Côté formation, vous avez 10 10 ans devant vous là? Oui, on a lancé une belle campagne de promotion des métiers industriels depuis l'année dernière. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. On a les premiers sondages Ipsos qui montrent qu'on a un bon frémissement sur l'image de l'industrie qui est en train de progresser et c'est essentiel. Changer l'image, dire à nos jeunes que ce sont des métiers qui font grandir. On peut changer l'image parce que l'industrie a changé. Oui. C'est vrai que c'est... Quand on va le voir, le problème c'est que les gens n'ont pas naturellement... C'est plus l'atelier plein de cambouis. Aujourd'hui, c'est l'industrie 4.0, comme on l'utilise parfois improprement d'ailleurs. Tous les postes sont féminisés ou féminisables. Le travail est intéressant, il est bien payé. Donc je le dis à tous les jeunes qui nous regardent, venez. Il y a de l'avenir dans l'industrie. Tout à fait. C'est très agréable de l'entendre, ce sujet. Merci à vous de nous avoir éclairés. Merci Alessandre Sobo. Vous êtes le patron président de France Industrie à la tête de Holotte. Ce sont des chariots élévateurs, je ne l'ai pas dit. On en aura toujours besoin. Toujours besoin. Malgré l'intelligence artificielle. Et on les décarbone. Et on les décarbone. Ça, c'est important. Merci à Stéphanie Lagal-Baranès avec cette campagne, directrice générale de l'OPCO 2i. Merci d'être venu. Et puis merci à Philippe Maillard, directeur général de l'APAV, la certification et la formation. Vous l'avez évoqué sur ce plateau. Merci à vous. Et j'accueille évidemment mon invité pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, évidemment. Fenêtre sur l'emploi pour parler des métiers du bâtiment. Un métier qui attire de moins en moins des métiers parce qu'il n'y a pas qu'un seul métier dans le bâtiment. Et une campagne, vous allez les découvrir pour célébrer un peu les dieux de la construction et du bâtiment. Oser la campagne. Et on va en parler avec Charles-Gaël Chaloyard parce que directeur général de Tout Faire, juste d'un mot, qu'on comprenne bien que vous n'êtes pas qu'un communicant. Votre métier, c'est vous êtes grossiste en matériaux, on est bien d'accord. Exactement, le groupement Tout Faire, c'est 450 magasins qui distribuent des matériaux de construction en France et en Belgique. Donc il y a plein de choses pour rénover, aménager, construire sa maison.
effectivement. Ça, c'est pour bien situer les enjeux. Voilà. Et puis quand même, parce que vous aimez ce métier et que vous êtes en relation avec ceux à qui vous vendez les produits, qui vous disent en galère, on n'arrive pas à trouver. C'est ça l'enjeu. Oui, effectivement, comme il y a plus de 50 000 artisans qui viennent dans nos magasins tous les jours, on avait des convictions et on a voulu vérifier ces convictions avec une étude, avec Opinionway. Et en fait, on était surpris de plein de résultats, même si on pensait... Commençons par les photos, puis on parlera de l'étude Opinionway, parce que les Français sont, on va le dire, à travers l'étude, sont attachés à ces métiers. Dingue. Et c'est ça qui est le paradoxe. Bien sûr. Ils sont attachés, mais en même temps, on ne trouve pas. La campagne d'abord, parce que vous avez une chaîne YouTube, vous êtes un communicant, vous êtes un chef d'entreprise qui communiquait. Regardez ces photos. Moi, je les trouve magnifiques. En termes esthétiques, d'abord, cette femme est très belle. La lumière, la manière dont elle porte ce casque, la manière... photographe de haut niveau, comment vous avez créé ça ? En fait, François Rousseau est un peu connu dans le domaine, surtout pour la partie Dieu du stade. Et nous, ce qui était hyper intéressant, c'est que pour nous, à l'heure où en fait, on va recevoir dans nos stades le monde entier, en fait, et on voulait célébrer les héros du quotidien. Et pour nous, les héros du quotidien, ce sont les artisans. Et à travers cette campagne, ce qui était hyper important pour nous, c'est donc là on a Maëva. Maëva est une vraie artisane. C'est ce que je voulais vous demander. C'est quelqu'un qui travaille, qui est dans Absolument. le métier. Dans le quoi ? Dans quel secteur ? Bâtiment Elle est dans la plomberie. Plomberie. Ouais, exactement. On a reçu d'ailleurs une plombière. On a une autre photo, cette fois-ci c'est un homme, c'est un artisan. Il faut accepter quand même de jouer le jeu, c'est pas si simple de poser... C'est le talent du photographe, de mettre les gens à l'aise, et puis, mais en tout cas c'était vraiment intéressant, et puis ça a eu des sacrées retombées. Lui, qui porte la masse, il fait quoi ? Et lui c'est un maçon. Maçon. Et alors ça, vous les déployez comment ? Alors on l'a déployé sur un chantier d'envergure à Toulouse, et puis on l'a déployé dans tous nos magasins, nos 450 magasins, pour marquer les artisans qui viennent chez nous. Elle a été appréciée la campagne ou pas ? Énormément. Ils ont besoin qu'on parle d'eux, parce que vous l'avez dit, les Français les apprécient, mais en même temps, 70% des Français considèrent qu'ils ne sont pas du tout mis en avant. Et c'est ce que pensent aussi les artisans. Opinionway, ça c'est votre étude. Il y a cette campagne qui permet d'invisibiliser et de montrer qu'ils ont des jolis corps, il y a de l'esthétique. Et puis il y a 67%, ça c'est l'étude Opinionway des Français, qui pensent que les métiers du bâtiment sont peu valorisés, peu reconnus. Et paradoxalement, quand on interroge ceux qui travaillent dans le secteur, c'est un métier de passion. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais ça, c'est vraiment le grand paradoxe. 46% des Français pensent qu'ils ont fait ça par obligation. Et en fait, les 3/4 des artisans, si on leur demandait qu'est-ce qu'ils devraient refaire comme métier, ils referaient le même. Ils conseillent ça à 80% de leurs enfants. Donc c'est vraiment ce métier de passion et qui souffre principalement de mise en avant, en fait. Pourquoi ? On vient de finir les choix Parcoursup et on voit très bien que c'est des choix qui ne sont pas mis en avant. Et qu'on doit, nous, la filière, c'est un peu l'appel qu'on souhaite lancer. C'est qu'en fait, c'est un métier d'avenir. Charles Gall, juste un mot avant de nous quitter, c'est important. Il y a les artisans, parce que là, on traite d'artisans. Ils ont 4 ou 5 salariés, parfois un peu plus, mais pas beaucoup. Puis il y a les grosses boîtes du bâtiment où on voit ces gens suer sang et eau sur des chantiers. C'est peut-être ça qui donne une image un peu distordue de ce métier. Peut-être, mais la revalorisation de ce métier est hyper intéressante. C'est des métiers indélocalisables. C'est des métiers où ils ne seront jamais au chômage. C'est des métiers où ils seront très rapidement patrons, très rapidement au bout de 5 ans. C'est un métier où on transmet un patrimoine. Et donc c'est vraiment un métier d'avenir. Et métier essentiel pour l'économie. Quand le bâtiment va, tout va. Exactement. Et le bâtiment, en ce moment, traverse une période difficile. Sur la partie neuve, effectivement. Sur la partie construction neuve. Merci. On peut la voir sur Internet, cette campagne Sur Internet, sur tous nos réseaux sociaux, évidemment, et sur notre chaîne, notre émission C'est du Pro. C'est du Pro, chaîne YouTube, C'est du Pro. C'est votre chaîne. Animée par une adhérente Tout Faire. Vous nous faites de la concurrence, Charles Gaël. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir, Charles Gaël Chaloyard, avec cette campagne et cette étude Opinionway. Allez, tournez-vous vers les métiers du bâtiment, vous qui nous regardez et qui avez des enfants qui se posaient des questions. Ce sont de très beaux métiers. Merci à vous qui nous regardez, évidemment. Je vous retrouve évidemment pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe, on est très en retard. Merci à Thibaut au son. Merci à Romain à la réalisation et merci à l'équipe de programmation, évidemment, Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.